Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Panier, le premier podcast e-commerce que j'anime depuis maintenant plusieurs années, depuis 6 ans, dans lequel je reçois des commerçants, des e-commerçants qui viennent me raconter leurs bonnes pratiques, leurs recettes gagnantes pour vendre mieux et plus en ligne. Je suis Laurent Kretz, cofondateur et directeur général de Cosa, cabinet de conseil en strat digital qui aide les marques à bien se raconter pour mieux vendre. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir David Sandier. Salut David, ça va ? Bonjour Laurent, ça va très bien et toi ? David qui est directeur commercial et marketing chez Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, alors je reprends ce que je trouve dans Google tel quel, créateur de bonheur partagé en tribu pour des expériences authentiques et à impact positif. Ça, c'est important, je pense, dans le plan que vous avez depuis 5 ans. Dans les plus belles destinations d'Europe, Pierre et Vacances, vous connaissez toutes et tous. J'en suis certain, mais on a 1 heure pour faire connaissance. Pierre et Vacances, qui est un super groupe qui a annoncé presque 2 milliards de chiffre d'affaires, 950 millions, pardon. Donc presque 2 milliards et presque 200 millions d'EBITDA en 2025, après des années qui ont été plus compliquées. Pourquoi ? Parce que, on le sait tous, le travel a été chamboulé par le Covid. On en parlera. Toi, ça fait presque 10 ans que tu es dans la boîte. Tu as vécu l'avant et l'après. C'est un grand groupe dans lequel on retrouve pas mal de marques, dont Center Parcs, Adagio, entre autres. Village Nature Paris. C'est partie de Center Parcs. C'est Center Parcs, très bien. Ouais. Voilà. Une société qui a été... très innovante, qui l'est toujours d'ailleurs, et on parlera un peu d'IA, même beaucoup d'IA, qui a été innovante, et innovante aussi sur un modèle, puisqu'il était à la fois promoteur et exploitant touristique, un modèle qui change, on en parlera également. Et en préparant l'épisode, j'ai découvert que le fondateur, Gérard Brémond, était le co-créateur de la station d'Avoria. Zavoria, il y a 2 écoles, je crois. Oui, Avoria, je crois que c'est la bonne école, mais il faudra confirmer avec les gens des Alpes. Oui, donc c'est un groupe qui a presque 60 ans, ça a été créé en 67. La première station de ski est fondée par Gérard Brémond. C'est la première station de ski qui est sans voiture. Donc quand vous allez sur place, c'est tout en bois et vous posez votre voiture à l'entrée de la station et vous n'y retouchez plus après 1 semaine après. Donc c'est vraiment novateur, très ancré dans la modernité, sans consommation de CO2. À l'époque, déjà, c'était déjà impressionnant. Et donc, 60 ans, promoteur et exploitant touristique, ça, c'était Pierre et Vacances avant. Et maintenant, on se concentre sur sur l'expérience client et donc sur l'hébergeur. User centricity, ouais. Client centricity. J'ai très bien prononcé, mon Dieu. Client centricity. C'est marrant, on s'est croisés il y a 20 ans, j'y pense, parce que c'était moi, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, mais on travaillait chez Air France les mêmes années. C'est fou. Mais pas ensemble, au même moment, mais il y a un bout de temps où tu faisais du revenu management. Exactement. Et du yield. Exactement. J'ai fait presque 10 ans dans l'aérien, dans le travail du B2C. Donc d'abord, j'ai fait du revenu management, c'est tout ce qui est gestion des prix en fonction de l'offre et de la demande. Et puis après, je suis allé chez Transavia, qui était la petite sœur d'Air France et qui est devenue énorme maintenant. Mais quand je suis rentré, il y avait 13 avions. Je crois qu'ils en ont 60. Entre-temps, on nous a fait une grosse croissance et je faisais la stratégie d'allocation des avions à cette époque-là, quelle destination on ouvrait, quelle destination on fermait, et puis les prix également. Et puis après, j'ai quitté le monde de l'aérien pour aller dans le monde de l'hébergement et je suis allé chez Pierre et Vacances pour en 2017. Prendre pas mal d'autres sujets en plus. Oui, exactement. Je commence par le revenu management chez Pierre et Vacances et en 2020, janvier 2020, je prends la direction commerciale, marketing, marque et puis revenu management de Pierre et Vacances. Juste avant, mars 2020, qui est la période de Covid. Donc ça a été une prise de poste, on peut dire, sportive. Voilà. Quand on dit Pierre et Vacances, on parle de quoi exactement ? Alors, quand on parle de Pierre et Vacances, on parle de Pierre et Vacances, c'est un hébergeur touristique ou un hébergeur de vacances. On opère 200 sites sur le littoral ou la montagne en Europe, majoritairement en France et en Espagne. On loge des vacances ou des escapades, enfin des clients en vacances ou en escapades de 1 ou 2 jours et on le fait dans des lieux idéalement situés pour qu'ils puissent découvrir la destination autour d'eux. Donc c'est vraiment important la notion de séjour ouvert vers l'extérieur, ouvert vers la destination. C'est vraiment l'envers de séjour all-inclusive où on reste dans un même endroit sans découvrir la destination. Nous, c'est exactement l'inverse. Mer, montagne ? Mer, montagne, exactement. Partout en Europe ? Partout en Europe. Et on en reparlera. On en reparlera parce que on va aller on ira plus loin demain. On essaie d'ouvrir le Portugal et la Suisse. On a ouvert la Suisse cet été, donc on va envoyer nos premiers clients en Suisse cet été dans 4 nouvelles résidences. Super produits, donc ça va être top. Vous fêtez vos 60 ans l'année prochaine. Le modèle a changé ? Oui, le modèle a changé drastiquement.
Au moment du Covid, en fait, Pierre et Vacances attaque cette période-là avec 2 problèmes. La première, c'est la rentabilité qui est en berne et une expérience client qui passe en second plan parce que tout est concentré sur redresser la rentabilité. Et donc, quand le Covid tape, il arrive et donc nous, on n'est déjà pas très bien. Et donc, l'effet du Covid, c'est tout le monde s'arrête, mais surtout, ça nous oblige à accélérer fortement sur la transfo. Donc, on fait 2 grosses modifs importantes dans le business model de Pierre et Vacances. La première, c'est on abandonne un segment qui est un des 2 piliers de Pierre et Vacances. Pierre et Vacances, ça veut dire construction et vacances. Donc avant, on était promoteur immobilier. Donc pierre comme la pierre. Pierre comme la pierre. Pierre de construction, le caillou. Exactement. Ouais. Et donc on était promoteur immobilier. Donc on construisait nos résidences, on exploitait nos résidences. Et donc le Covid nous a fait choisir un axe qui est, on a abandonné la construction et on se concentre maintenant que sur les vacances et donc sur le métier d'hébergeur et de faire ça professionnellement et de faire ça très bien. Donc ça, c'est notre premier changement. Le deuxième, c'est une fois qu'on se concentre sur ça, ça nous permet après de mettre tout le monde, toute l'entreprise au service du client et de le mettre au centre. Et je pourrais t'en parler si tu veux, mais on a mis énormément de choses en place pour pouvoir avoir une expérience client, un NPS qui a plus que doublé. On était autour de 20 en 2020 et on est à 50 et on continue de progresser et on a encore plein de choses à faire. Donc sur ce volet-là, on va dans le bon sens. Je serais heureux qu'on creuse. Ouais, si tu veux. Le client centricity, le user centricity. Ça commence par d'abord donner l'information de l'expérience client, de la satisfaction du client aux opérationnels hyper vite. Donc il y a une première boucle. Chaque fois qu'un client répond au questionnaire de satisfaction. Évidemment, on a un questionnaire de satisfaction comme tout le monde. Mais là, tout de suite, l'exploitant, celui qui est le directeur de site, les responsables de la réception, du ménage, tout de suite, ils ont le feedback loop, la retour d'expérience du client. Et donc, ils peuvent mettre en place très rapidement les plans d'action nécessaires pour pouvoir corriger pour les prochaines arrivées. Donc ça va très vite. Ça, c'est le premier point, c'est donner l'information. Très vite, ça veut dire combien de temps ? C'est immédiatement après la réponse du client. Okay. Donc le client, il dit... donc tu as intérêt à demander au client le plus vite possible à la fin de son séjour. Voilà, à la fin de son séjour. Non, c'est à la fin de son séjour. Okay. Ouais, on lui demande comment ça s'est passé. Il a des endroits où il a quelques questions, et puis il y a des endroits où il peut faire du texte libre, et comme ça, on peut bien identifier ce qui se passe. Donc ça, c'est pour ça. Le verbatim, il part directement à l'exploitant, au directeur de site. Et puis, tout ça, c'est agrégé en centrale pour sortir les sites qui sont en surperformance et les sites qui sont en sous-performance. Et derrière, lancer des plans d'action, mettre la pression sur les sites et sur les gens qui ont un impact sur l'expérience client pour l'améliorer. Donc, ça va être très opérationnel. Il y a une gouvernance qui voit les directeurs de sites, qui voit les directeurs des opérations pour voir où est-ce qu'il y a des endroits où ça pêche. Ça peut être un endroit, il y a le sous-traitant ménage qui ne fait pas son travail, la formation des réceptionnistes n'est pas au niveau, ce genre de choses, c'est tout de suite pour mettre en place des plans d'action toutes les semaines. Immédiat. Mais donc d'une semaine à l'autre, d'un séjour à l'autre, du coup, tu es capable d'optimiser, d'améliorer l'expérience. Ouais, bien sûr. Et ça permet aussi de faire un deuxième truc, c'est quand il y a des irritants qui sont globaux à l'entreprise. Parce que tu vois, par exemple, on se rendait compte qu'on a des endroits où on a des résidences avec des clubs enfants. Donc tu peux mettre tes clubs enfants. Mais c'est des clubs enfants ils étaient payants. Et en fait, on s'est rendu compte que ces clubs enfants payants, c'était une option qui pesait lourd dans l'expérience client. Et donc, on a lancé des plans d'action. Donc, une option qui pesait lourd dans l'expérience client, ça veut dire qu'il pesait dans son budget, dans son... non, mais dans l'expérience, il fallait aller à la réception, il fallait réserver son créneau, il fallait payer en plus en arrivant. En fait, c'était un irritant, alors que ça fait partie du sujet, ça fait partie de la valeur de cet endroit, de cette résidence, d'avoir cette animation, ce club enfant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré dans le prix. Et donc, comme ça a fluidifié le parcours à la fois client d'achat et en même temps son parcours, son expérience, et donc ça a amélioré le NPS et la rentabilité des sites quand on a fait ça. Mais ça, on a pu le faire que quand on a vu que sur tous les sites où on avait un club enfant payant, on avait un problème ça remontait comme un irritant client. Donc il y a à la fois du local très opérationnel et à la fois des plans de transformation généraux, plus larges. On parle de combien de clients ? Combien de séjours ? On parle de 2 millions de clients par an, 500 000 séjours. 500 000 séjours. Combien de retours ? À peu près 50%, 1 sur 2. Ok. Une analyse... non, ça dépend comment tu le dis.
50% de nos clients, on les connaît. Quand ils arrivent, on le sait qui c'est. Enfin, on les a déjà vus, pour le dire autrement. Et une année sur deux, c'est 20%. Tu vois, quand ils viennent l'année en 2025, j'en ai 20% qui va revenir en 2026. Et combien qui laissent des avis 35% à peu près. Du total ? Du total. Ouais. Et du coup, l'analyse se fait par algo, IA. On a un outil qui permet de sortir toute la partie sémantique. Donc, tu as des notes, c'est facile. Et puis, tu as toute la partie sémantique qui est analysée par l'outil avec la tonalité. Donc, en rouge, tu vois un reporting avec en rouge, restauration, ou en rouge, nettoyage. Analyse de sentiments qui permet de faire ressortir. Exactement. Et ça, c'est l'outil Medallia, il s'appelle. C'est je pense, un des leaders de l'expérience du retour de feedback client qu'on a mis en place en 2021-22, quelque chose comme ça, qui nous permet de faire ces analyses-là croisées. Tu le fais là, et on le fait en termes de retour client, on le fait aussi sur les centres d'appel, où on a un outil qui analyse les conversations avec les sentiments pour entendre quand des clients sont très énervés, les appels qu'on appelle les appels colère. Donc, c'est des gens qui sont vraiment, ça dysfonctionne dans la chaîne, et donc ça nous permet de les remonter, de les écouter. Ils sont systématiquement écoutés par la direction du service client pour s'assurer que les process sont bien là, ou de faire remonter pour mettre en place des plans d'action de correction parce qu'il y a quelqu'un qui est en colère, et c'est pas normal d'avoir un client en colère au téléphone. Ok, hyper intéressant. 35% de retour 35% de retour. Sur les 500 000 séjours, avec un feedback loop qui te permet tout de suite de remonter au directeur, opérationnel. Donc ça, c'est un gros driver d'expérience client. En fait, c'est très opérationnel, c'est très c'est une grosse de l'exécution. Ouais. Il faut bien exécuter ta mission d'hébergeur. Medallia avec 2 L, MEDA, 2 L IA. Ouais, très, très bien. Et puis, l'expérience client, c'est ça, mais c'est aussi le confort de tes hébergements. Donc, on a mis beaucoup plus d'argent dans la rénovation de nos hébergements. Et en partant pareil de Medallia, des retours clients de l'hébergement en question. Avant, on le faisait plus en se disant c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on écoute ce que le client dit de l'appartement ou de la résidence dans laquelle il est pour allouer les budgets aux bons endroits. Tu vois, ça sert à rien de changer la table si c'est pas un problème pour lui. Et s'il a un énorme problème de lit, il faut mettre l'argent sur le lit. Tu vois. Et pas la table. Exactement. Donc ça c'est le deuxième truc. Et puis le dernier point pour améliorer l'expérience client, c'est si 80% de ton expérience, ça se passe sur site, tu vois, sur la résidence, c'est 80%, mais tu as quand même 20%, genre 15% avant, 5% après. Donc, il faut être très bon avant et très bon après aussi pour grappiller les petits points de NPS nécessaires. Donc, je te donne un exemple, mais on a travaillé sur la transparence du circuit de vente. Tu vois, quand tu arrives sur le site web de Pierre et Vacances, tu cherches une résidence, tu tombes sur une résidence, immédiatement, on te pousse les avis clients. La note Google, pardon. Donc, la note Google est publique, mais directement tu l'as sur le site, donc tu vois quel est le sentiment des clients par rapport à cette résidence. Donc, et on ne filtre pas, c'est-à-dire qu'il y a des résidences qui sont moins bien notées, la note est là, toujours. Donc ça évite l'effet de déception quand le client arrive, il sait ce qu'il a acheté et il l'achète comme ça. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième qu'on a fait pour la transparence, c'est on a réduit les promotions qu'on avait sur le site internet. On en avait partout avant, tout le temps, il y en avait partout. Je trouve ça assez sobre comparé à d'autres acteurs. On est devenu très sobre parce qu'on pense que ça conduit à donner plus de valeur aux promotions qui sont en cours, parce qu'on a quand même des promotions, on a quand même un métier de commerçant, mais on n'a pas cet effet d'arbre de Noël tout le temps, donc ça remonte un peu la main. Donc ça, c'est pendant le parcours de vente. Ensuite, une fois que tu as acheté, comme je te le disais en intro, nous, notre force, c'est d'être au bon endroit pour faire découvrir la région au client. Et donc, pour faire découvrir la région au client, il faut lui préparer son séjour. Donc, il faut l'aider à lui dire, mais dans la région, autour de ta résidence, le top 5, les 5 coups de cœur de la réception, c'est ça et ça. Et donc, ça, c'est dans le cycle d'email du CRM. Une fois que tu as réservé, on t'envoie ce qu'il y a à faire autour, un peu d'add-on, mais surtout ce qu'il y a à faire autour. Comme le concierge de l'hôtel qui va au sens, qui va te dire, conciergerie, tu vois, qui va te dire, tel resto, tel... Donc, tu reçois tes emails. On a créé des livrets d'accueil. Tu sais, dans les hôtels, avant, il y avait beaucoup ça, des livrets d'accueil que tu arrives, tu ouvres toutes les pages, tu regardes ce qu'il y a. Bon, maintenant, on l'a digitalisé. Donc, on pousse ce truc-là, on avance comme ça, le client peut se préparer. On double ça par un appel, qu'on appelle un appel J-5. Donc, c'est 5 jours avant l'arrivée. Les réceptionnistes appellent tous les clients qui arrivent pour leur dire est-ce que vous avez bien toutes les informations. Réceptionniste humaine, un appel humain. Un appel humain, mais on va y revenir. C'est un appel humain.
pour lui dire est-ce que tu as bien toutes les informations, le code parking, l'heure d'arrivée, et puis qu'est-ce que vous avez prévu de faire cette semaine, voilà ce qu'on peut faire, etc. etc. Et ça, on est en train de déployer un concierge WhatsApp basé sur l'AI qui permet d'interagir dans la langue du client sur ce qu'il y a à faire, sur les formalités d'arrivée pour lui faciliter la vie. Donc, si on le loupe en email, on le loupe en téléphone, voilà, et on le envoie un WhatsApp, on l'attrape avec le WhatsApp et il peut échanger dans sa langue native. Voilà. Donc ça, c'était en POC, en test, jusqu'à très récemment. Et là, on est en pleine phase de déploiement, donc ça fonctionne et on y va. Pleine phase de déploiement sur la saison hiver. Exactement. Sur la montagne, vous partez, vous allez recevoir un petit WhatsApp vous disant... Voilà votre livret d'accueil. Si vous voulez préparer votre séjour, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Ça va remplacer l'appel de l'hôtesse ? Non, alors peut-être à terme, mais pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui est valorisé par les équipes, valorisé par les clients, donc on ne touchera pas. Peut-être tout demain, dans un plus long terme, mais avec l'AI, ça va tellement vite que... T'as 200 résidences. 200 résidences en Europe. Résidences et hôtels, ouais. Résidences et hôtels. Je sais pas, 5 à 10 réceptionnistes ça fait beaucoup de monde à former sur cet appel du J-5. Oui, ça fait partie du processus de formation. 500 000 appels par an d'ailleurs, puisque tu as 500 000 séjours. Exactement. Alors, on n'a pas les coordonnées de tous les clients en avant-séjour. Donc, on a 60% de ces 500 000 en avant-séjour. Donc, ça te donne, mais ça fait quand même un volume. Mais ça fait du volume. Ouais, ça fait quand même des volumes. On revient à... Tu m'as dit, j'y reviens après. Non, l'IA. C'était WhatsApp IA. Ouais. Je reviens une seconde sur... donc, les deux principaux changements, c'était le modèle historique et puis ensuite la user centricity. Le modèle historique, juste pour l'expliquer à ceux qui peut-être ne connaîtraient pas. Oui, bien sûr, c'est vrai ça. Il faut comprendre que Pierre et Vacances, historiquement, c'est un promoteur immobilier, donc il construisait et il faisait construire des résidences et on vendait à la découpe chaque résidence. Les appartements ne nous appartiennent pas. Les murs des résidences de Pierre et Vacances ne nous appartiennent pas, ça appartient à des propriétaires individuels à qui on verse un loyer en échange de l'exploitation de leurs biens pour pouvoir loger des vacanciers, par exemple. Voilà. Donc c'est un échange le propriétaire, généralement, il était intéressé par deux choses. Le propriétaire individuel qui avait l'appartement, soit un rendement financier pur, soit un rendement financier et une jouissance de son appartement pendant les vacances scolaires, ou pendant les vacances, ou pas d'ailleurs. Quand il le souhaite. Quand il le souhaitait. Et une bourse d'échange qui lui permettait de voyager dans les résidences Pierre et Vacances en échangeant ses semaines qu'il avait dans son appartement sur d'autres résidences en France ou en Europe. Voilà. C'est ça le modèle historique. Et on en parlait en préparant l'épisode. Je donnais l'exemple du Club Med qui vend ou a vendu ses hôtels pour n'être plus qu'un exploitant, mais pas. Accor a fait ça également aussi. Ouais, et Accor a fait ça. Et tu me disais en fait que depuis le début, c'était le cas. Depuis pour le début, bien sûr. On n'a jamais fait. C'était l'exploitant de. Oui, ça permet d'accélérer en fait, d'aller très vite parce que t'as pas besoin de capitaux pour faire de la croissance. Donc Pierre et Vacances en 60 ans, on a fait 200 résidences. Donc le fondateur, il est allé très 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 vite au lancement en faisant ça. Ça lui permettait sans capitaux d'aller très très vite. Ok, compris. Le WhatsApp, vous sortez du POC. Ouais. À quoi tu as mesuré sa réussite ? C'est super question. En fait, surtout avec l'AI... Ou ses améliorations et ses optimisations. En fait, surtout avec l'AI, l'AI c'est censé faire papa-maman, c'est censé être génial, il y a plein de trucs, tout le monde te le vend. Et puis en fait, il faut vérifier 3 choses. La première, c'est que le client il est vraiment intéressé par cet échange avec un bot, vraiment. Et c'est pas souvent le cas. Je te le donne on a fait des tests sur le site internet, par exemple. Sur le site internet, tu peux mettre une petite pop-in en disant est-ce que vous voulez discuter avec un conseiller. On l'a retiré parce qu'en fait, les clients ne cliquent pas. Ça les intéresse pas. Ce n'est pas c'est pas un usage. Ils sont plus contents à voir les photos, à dérouler le truc que de discuter avec un bot. Donc, premier truc, t'assurer que le client il est intéressé par le bot que tu vas lui poser. Le deuxième truc, c'est de s'assurer que ton écosystème, il va pouvoir scaler, tu vois. Tu vas pouvoir envoyer ton information. C'est facile de faire un POC sur une résidence, tu vois, lui donner toutes les informations, etc. Mais après, quand tu passes à 200, il faut pas que tu aies 10 bonhommes qui fassent ça pendant 6 mois et qui tournent en boucle à essayer d'améliorer le truc. Il faut que ça soit automatisé. Donc, il faut que ça soit scalable. Nous, on a la chance sur le POC WhatsApp le concierge dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'on a déjà des livrets d'accueil digitalisés, mis à jour tous les jours
par les directeurs de site et les réceptions pour mettre à jour toutes les actualités du site sur ces livrets d'accueil. C'est quand même un sacré travail d'écrire le routard de ta région, parce que c'est ce que tu leur demandes. Bah, une fois que c'est écrit, tu le mets à jour. Voilà, exactement. Mais non, mais c'est un gros travail de lancement, mais ça, tu le fais parce que c'est ta valeur ajoutée. Donc, c'est important de le faire indépendamment. Donc, on l'avait déjà mis à jour quotidiennement par les équipes. Et ensuite, toi, tu es juste à plugger une solution qui vient taper ce livret d'accueil digital pour pouvoir juste mettre à disposition cette information-là au client en mode échange conversationnel. Ça date de quand, la digitalisation du livret d'accueil ? 2023, quelque chose comme ça. Ça a été un de tes projets ? Oui, ça a été un de mes projets. Donc, il y a une homogénéisation du format, de l'outil. C'est un outil sur mesure ? C'est un outil d'Atout France. Donc, c'est une solution externe, Atout France. Okay. Depuis la sortie du Covid, on fait beaucoup de choses en externe plutôt qu'en interne. Ouais. On pourra y revenir si tu veux. Vas-y, pourquoi ? Parce que Pierre et Vacances Air et le France. groupe, Petit lapsus. le groupe Pierre et Vacances Center Parks. Donc Pierre et Vacances, moi je m'occupe de Pierre et Vacances pour le redire, tu l'as dit en intro, mais on est dans un groupe. Donc c'est un groupe qui pèse 2 milliards de chiffre d'affaires et qui est un groupe qui avait l'ambition de faire tout en interne. Dans une époque, il y a plus longtemps, ou dans une époque où il y avait moins de solutions externes disponibles. Aujourd'hui, on arrive dans une autre phase de l'histoire, c'est que ça va tellement vite la tech. Là, tu parlais de l'AI tout à l'heure, mais tout faire en interne, en fait, c'est une course à l'échalote. On n'y arrive jamais, on n'est pas au niveau. Donc, on a déclenché ou enclenché un processus de modernisation de l'ensemble de notre tech, de notre stack technique, pour pouvoir partir sur des outils de marché et gagner en agilité, en connectivité entre les outils. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu veux parler à l'extérieur, tu es obligé de faire des plateformes de connectivité très compliquées. Ouais, des middleware qui peuvent aller communiquer avec les outils externes. Exactement. Mais là, quand tu as 50 outils externes... T'es en galère. Ou 10 ou... Ouais, mais tout cela, eux ont déjà ces connectivités-là, donc ça va beaucoup plus vite. Par exemple, Atout France, tu vois, pour prendre cet exemple-là, Atout France met à disposition cette solution-là, on la prend, et Atout France a travaillé une API nickel vers extérieur, et donc on a connecté l'API sur le WhatsApp, et ça fait un truc qui marche super, super bien. Atout France, ouais, exactement. Ah, ok, je me demandais de quelle solution tu parlais, mais Atout France, je ne connaissais pas, donc atout-france.fr, l'agence de développement touristique de France, intéressant, et du coup, qui a des bases... accessibles, des API. Exactement. Okay. Qui te met en place, il te met à disposition une solution de livret d'accueil pour les hôteliers français. Tu vois ? Génial. Génial. Français, et d'ailleurs, en français, mais nous, on l'exploite aussi en Espagne. Tu vois. Et le reste de l'Europe ? Exactement, ça marche partout. Oui, ok, d'accord. Ça marche partout. Et donc WhatsApp va taper dans la base et tu disais l'un des KPI, c'est de savoir si c'est scalable, le client est intéressé. Voilà, le premier, c'est il est intéressé. Deuxième, c'est scalable. Et le troisième, c'est est-ce qu'il va l'utiliser, tu vois. Au début, déjà, tu as déjà le premier truc de dire est-ce que ça l'intéresse au début, puis est-ce qu'il va vraiment l'utiliser. Donc le KPI, pour finir sur la question initiale qui était comment tu mesures que ça marche, le premier truc, c'est combien de gens ouvrent le WhatsApp, combien de gens cliquent sur le WhatsApp et combien de gens te posent de questions. Donc on a regardé ça. On a 100% de gens qui ont WhatsApp, 99,9. Donc, mais c'était un doute, tu vois, quand tu démarres, on a une population un peu internationale, de différents âges. On n'est pas sûr que tout le monde ait WhatsApp. Bon, tout le monde a WhatsApp, bonne nouvelle pour Meta. Donc tout le monde a WhatsApp. Premier point. Deuxième point, tout le monde ouvre le message. Non, pas tout le monde. 50% des clients ouvrent le message et cliquent sur le livret d'accueil digital qui est un lien qu'on met directement dans le premier message. Et 20% vont poser des questions. Voilà, entre 5 et 6 questions. Donc, quand tu fais tac, 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 tu vois que tu regardes ces 3 KPI-là, tu vois que là, tu as une vraie demande, tu as des gens qui sont intéressés et tu as une vraie interaction. Donc, tu vas pouvoir scaler et déployer sur la montagne, etc. Et s'il n'y avait pas eu ça, on arrêtait le POC et puis on fermait, c'est tout. Et tu laissais le J-5. Tu laissais le J-5, très bien, exactement. C'est le premier podcast de David. Oui. Et tu te sors très, très bien. Je peux te demander un truc. Ouais, parle plus vrai. Tu tapes sur la table. Ah oui, pardon. Ça fait un petit écho pour l'audience. Chers auditeurs, chères auditrices, vous savez pourquoi vous entendez ces petites tapes. Veuillez m'excuser. Non, mais tu peux taper avec le. Non, je vais changer. Super. Je reprends un tout petit peu de hauteur. On est entré dans le vif du sujet, c'est super. Je reprends un tout petit peu de hauteur sur cette industrie, le travel, que j'ai assez peu finalement abordé sur le panier. J'aimerais savoir quels sont les KPI qu'on regarde au quotidien. C'est très important ça. Donc nous, on a l'avantage d'avoir une direction commerciale et marketing unifiée. C'est pas vrai dans toutes les entreprises.
On a fait ce choix-là justement en janvier 2020 et ça nous permet d'aligner tout le monde sur le KPI le plus important qui est de faire rentrer des clients dans nos résidences et dans nos hôtels. Donc c'est le taux d'occupation qui nous drive tous. Le taux d'occupation, c'est quoi ? C'est le nombre d'appartements ou de chambres divisé par le nombre vendus, divisé par le nombre d'appartements ou de chambres disponibles à la vente. Donc c'est notre KPI le plus utilisé, qui est le driver, l'étoile polaire, si tu veux, de nos équipes. On est à combien aujourd'hui ? Tu peux communiquer ? Oui, bien sûr. On est à 75% de taux d'occupation. Taux d'occupation. Voilà. Et on est ouvert 9 mois par an. Juste pour que tu l'aies en tête, parce qu'on est des destinations de vacances, donc de temps en temps, c'est fermé. Ok. Par exemple, à la montagne, tu n'as peut-être pas idée, mais quand on est à Avoria, il y a une saison hiver et il y a une saison été, mais il y a des intersaisons et la station est fermée parce qu'il n'y a pas de... Enfin, la station est fermée, il n'y a personne dedans. Ok. Voilà. Donc, 9 mois sur 12. 9 mois sur 12 ans. D'ouverture et 75% de taux d'occupation. Combien de chambres et d'appartements ou combien de lits ? Oui, on a à peu près 18 000 chambres appartements. Sur 200 résidences ? Sur 200 résidences et ça donne en gros 80 000 lits. Quoi. Ouais. Tu vois, comme on a des appartements et des chambres, mais on a des appartements, donc ça fait des capacités de lits importantes. Ok. Donc le taux d'occupation, j'ai lu aussi le RevPAR et l'ADR. Ouais, ça c'est deux autres indicateurs qui sont hyper importants, mais qui sont plus du domaine du revenu management, qui vont eux piloter. Donc l'ADR, ton ancienne vie. Mon ancienne vie. L'ADR, c'est le prix moyen payé pour une nuitée d'une chambre ou d'un appartement. Donc ça, c'est un indicateur très important dans la rentabilité d'une entreprise comme la nôtre, mais c'est pas piloté par tout le monde, c'est piloté par le revenu management qui va pousser les bons prix aux bonnes personnes sur les bons canaux au bon moment. Ça, c'est leur job et ils font ça tout le temps. Mais c'est qu'une partie des équipes commerciales, parce que les équipes commerciales, la plupart du temps, ce qui est important, c'est de mettre en avant les produits Pierre et Vacances, de les mettre bien en avant aux bonnes personnes. Donc, nous, si tu veux, l'indicateur mère, c'est le taux d'occupation. Et ensuite, les équipes, elles ont différents indicateurs de performance. Donc, l'ADR, c'est le prix. Average Daily Rate. Average Daily Rate. Et donc, c'est le prix payé à la nuit. Et quand tu fais Average Daily Rate multiplié par le taux d'occupation, ça te fait un indicateur qui est très propre à l'hébergement. Chez Accor, chez nous ou chez Club Med, ça s'appelle le revenu par appartement, soit RevPAR. Donc, ton objectif global pour l'entreprise Pierre et Vacances en chiffre d'affaires, c'est de maximiser le chiffre d'affaires par appartement que tu as en gestion. RevPAR, Revenue per Available Room. Exactement. Si je dis pas de bêtises, RevPAR. Ok. Je reprends enfin un peu de hauteur, ça fait une demi-heure qu'on se parle, pour revenir sur l'évolution du marché et du conso. Ouais. Pré- et post-Covid certainement, et peut-être post-Trump et pendant cette petite crise qu'on est en train de vivre. Non, alors le Covid a joué à accélérer la demande de flexibilité. Avant, les clients, ils se projetaient en vacances et ils étaient assez sûrs de leurs vacances. Le Covid est arrivé, ça a mis un bazar sans nom. Et donc, les entreprises, de manière générale, de l'hébergement et même de services, ont mis en place des politiques de flexibilité. En mettant en place ces politiques de flexibilité, on a aussi habitué le marché à la possibilité d'être flexible. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, ou très peu, et qui existe beaucoup maintenant. Et donc, chez Pierre et Vacances, en 2020, on a mis en place un double tarif, flexible, et donc là, vous pouvez annuler votre séjour, et non flexible, une fois que vous payez tout, et puis vous ne pouvez pas bouger votre séjour. Et donc, ces deux options-là, elles ont été mises en place après Covid parce que c'était une demande client. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais pu retirer parce que c'est devenu dans les usages. Donc ça, c'est le premier truc. Demande de flexibilité. Il y a à peu près 2/3 de clients qui prennent du non remboursable, non modifiable. Donc, tu vois, ça reste un truc historique. Mais on a quand même 1/3 de clients qui vont sélectionner ces tarifs non flexibles pour garder un peu de flexibilité dans leur séjour de vacances. Avec un certain premium sur le tarif ? Ah, bien sûr, un certain premium sur le tarif. C'est intéressant ce que tu dis là sur... les usages en Europe sont très différents. Moi, j'ai été surpris, on parlait en préparant l'épisode de la Slovénie, dont je suis tombé amoureux, on y va depuis quelques années, c'est vraiment un pays magnifique. Et là, tu peux annuler, modifier jusqu'à la dernière minute, littéralement. Mais je pense qu'il y a une telle demande l'été, moi j'y vais l'été, qu'ils savent que de toute façon, ça se rebook rapidement. Ça peut se rebooker.
Donc ça, c'est pareil, c'est des stratégies d'optimisation entre les écarts tarifaires et les conditions de vente qui font partie du revenu management également. Donc plus de volatilité. Est-ce que c'est aussi à cette période que vous avez changé le séjour à la semaine versus les séjours à la nuitée? Non, c'est un peu plus ancien, mais ça y contribue aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand même, le pouvoir d'achat est un peu plus en difficulté. Et donc, il y a une petite tendance à baisser le nombre de nuitées moyennes. Et à multiplier des petits séjours plutôt que de faire des grands séjours de 15 jours. Ça continue à exister, mais c'est un peu moins prégnant. Et donc, Pierre et Vacances, c'est simple, hein, on s'adapte à la clientèle. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller chez Pierre et Vacances sur un week-end, une nuit, plusieurs nuits, de 15 jours, 3 semaines, n'hésitez pas, mais voilà, c'est tout ouvert. Donc plus de volatilité, du late booking, hein, c'est ce que tu dis, on réserve plus tard. Alors, là, donc, avec le Covid, il y a eu un effet très late booking parce que les gens avaient tellement peur que ça reparte. Donc, soit ils prenaient un tarif flexible, soit ils prenaient rien. Et maintenant, on a un peu une forme en U, si tu veux. Tu as des gens qui ont gardé cette volonté de rester en dernière minute. Et puis, tu as d'autres gens qui sont très, très early bookers et qui maintiennent un comportement très early booker. Donc, quand on se compare avant-après entre 2019 et 2025, on va avoir une sorte de... Tu fais l'écart et tu vas avoir une sorte de courbe en U. Plus de gens en dernière minute et plus de gens en très très tôt, dès l'ouverture des ventes, quoi. Voilà, c'est ce que te disait un peu la SNCF, par exemple, quand ils ouvrent les ventes à certains moments, ça part hyper vite. Bon, c'est exactement pareil. Julia Été et David Netzela, 2 super épisodes, enfin 3 parce que j'en ai fait 2 avec David, épisodes que je vous recommande. Je ne l'ai pas dit, et j'aurais pu le dire en intro, mais c'est au One-to-One Biarritz que je suis entré en relation. Alors d'abord avec Grégory Sion via ses équipes, et voilà. Et c'est aussi au One-to-One Biarritz que j'avais rencontré David Netzela de SNCF Connect and Tech. Les attentes ont changé aussi post-Covid ces dernières années? Oui. Je sais pas, nature, proximité, montée en gamme. Exactement. C'est tout le marché dérive vers plus de montée en gamme, que ce soit tous les acteurs, vous avez entendu parler sur Club Med, ils sont montés en gamme. Nous aussi, on monte en gamme, non pas en changeant drastiquement l'offre, mais en mettant plus d'intensité dans la façon dont on exécute l'offre. Donc, on est plus irréprochable qu'on était avant parce que c'est important d'être au niveau. L'intensité avec laquelle on exécute l'offre. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est super. C'est super. C'est ce que je te disais dans le changement de paroxysme ou de paradigme, pardon, sur la prise en compte des retours clients. Avant, c'était moins dans l'ADN de vraiment y répondre hyper vite. Donc là, les boucles de retour sont très vite. Donc on exécute ce qui est très important quand tu veux améliorer l'expérience client, c'est ta tendance, surtout quand on parle à des gens extérieurs, ils vont tendance à te dire, ça serait bien que tu enrichisses ton panel de services, ce que tu vends, ce que tu proposes aux clients. À l'expérience. C'est une très bonne idée, mais avant de faire ça, il faut exécuter tes basiques à 100%. De manière irréprochable. Et après, tu peux commencer à enrichir ou reprendre de la croissance par hasard. Ok. J'aurais bien fait aussi une cartographie du panorama concurrentiel qui a explosé au cours des dernières années, j'imagine. Alors là, je dis dernières années, ça fait 20 ans qu'il explose. Le nombre d'acteurs, le nombre de plateformes, la désintermédiation. Ouais, alors ça, c'est en fait le vrai changement dans le domaine concurrentiel. C'est vraiment le particulier à particulier. Donc, c'est l'arrivée d'Airbnb qui a vraiment changé la façon, qui a apporté une offre incroyable sur le marché de la location de vacances. Donc Airbnb a démarré, Booking s'y met aussi. Maintenant sur Booking, vous pouvez également louer des appartements de particuliers et ils ont copié Airbnb. Et parfois on retrouve les mêmes. Hein. Bien sûr, c'est en fait les personnes généralement ils mettent sur les deux distributeurs. Comme les chauffeurs Bolt et exactement, c'est le même concept. Donc c'est ça qui a vraiment changé le marché, qui a apporté énormément d'offres. Sur le marché avec des aspects positifs et négatifs qui font la une des journaux très souvent. Mais donc voilà, donc c'est ça le gros changement. Et nous, on s'en différencie comment en étant des professionnels sur le sujet. C'est-à-dire que quand vous partez sur Airbnb avec un propriétaire qui loue son appartement, vous avez des gens qui font ça super bien, qui vous accueillent hyper bien, que le ménage est irréprochable, tout va bien. Et puis il y en a d'autres qui sont plus amateurs. Et donc là, l'expérience, elle n'est pas tout le temps garantie sur Airbnb. Donc nous, notre différenciant,
Parce que Airbnb, c'est un distributeur. Nous, notre différenciation, c'est de bien exploiter nos hébergements et de le faire professionnellement. Voilà. Compris. C'est parfait. Je voulais enchaîner avec la distribution. Oui. Vous avez plusieurs canaux de vente aujourd'hui. Pierre et Vacances, ça représente combien sur le groupe ? En termes de chiffre d'affaires, on est à peu près un quart du groupe. Donc nous, on est plus petit que le grand Center Parcs qui est plus grand. Tu vois, Center Parcs, c'est le plus grand ? Oui. On le sait pas forcément parce que Center Parcs en France, c'est 6 domaines. Mais ils en ont 22 autres ailleurs en Europe. Donc ils en ont sur le même modèle ? Sur le même modèle. Okay. Sur le même modèle. Donc le modèle de Center Parcs, c'est l'Aquamundo que vous connaissez, où vous avez une piscine couverte au milieu de cottages qui sont dans la campagne. C'est ça. Et l'expérience, elle est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, contrairement à Pierre et Vacances, où l'expérience, nous, notre objectif, c'est d'avoir des lieux qui vous permettent de rayonner dans la région. Et c'est 2 promesses de vacances qui sont différentes. Donc un quart du groupe avec plusieurs canaux de distribution, et je veux bien qu'on rentre dans le vif du sujet et que tu m'expliques l'importance, le poids de ces canaux, ceux que tu maîtrises pas, comment transite l'information et la data client. Tu me disais que certains clients arrivent dans des résidences et on n'a pas leurs informations. J'imagine que ça fait partie des enjeux de CRM qu'on abordera ensuite. Ouais, exactement. Alors, Pierre et Vacances, on est distribué sur... on va faire d'abord une première découpe. Entre les canaux directs, donc ceux qu'on maîtrise, ça fait à peu près 60% en Europe. C'est plus fort en Espagne qu'en France. En France, on est plutôt sur 70%. Donc 60% en moyenne. 40% avec nos partenaires type Booking.com ou Expedia, ou du Airbnb par exemple, puisqu'on est distribué sur Airbnb également. Sur Airbnb ? Oui, Airbnb, oui. On peut trouver des apparts Pierre et Vacances. Pierre et Vacances. Oui. Oui, Airbnb a fait comme Booking a fait. C'est-à-dire que Booking a copié Airbnb sur une partie des choses et Airbnb a copié Booking sur l'autre partie. Donc en fait, ils sont assez similaires maintenant. Voilà. Espèce d'uniformisation de l'écosystème de distribution. Ouais. Voilà. Et nous, en tant qu'hébergeurs professionnels, on met à disposition nos appartements, nos chambres aux clients Airbnb ou aux clients Booking. Voilà. Et ça fait 40% du chiffre d'affaires. Et si je reviens sur les 60%, les 60%, c'est en gros à peu près la moitié sur le web digital. On va faire un gros tiers sur les comités d'entreprise. Donc, c'est les comités d'entreprise qui promeuvent l'offre Pierre et Vacances. Et puis, le dernier pouillème, c'est les ventes qui sont faites par les équipes sur site ou par les équipes du service client. Voilà. Sur site ? Oui, sur site au téléphone ou sur site en physique ? Sur site au téléphone. Non, sur site au téléphone. Bonne remarque. D'accord. Non, il y a pas de gens il y a très peu de gens. C'est pas le cas. Mais les hôtels, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui font ce qu'on appelle du walk-in, donc qui rentrent dans l'hôtel et ils disent je veux dormir ce soir. Nous, c'est quand même les vacances, c'est quand même quelque chose qui se prépare, c'est quand même quelque chose qui est important. Vous y emmenez la famille, vous y restez en général plusieurs jours, donc on fait pas. Les gens font pas ça. Les gens ils préparent leur choix. Donc, si je prends sur le global, on est à 25% à peu près sur le site, 25-30%, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En direct. On rajoute 20% en comité d'entreprise sur le même site. Après, le guide mot de passe, 5-10% les conseillers et le reste chez les partenaires. Ouais, exactement. Donc, tu as quand même 60% de maîtrise de ta vente. Oui. Ça va vers le bas, ça monte. C'est plutôt plat. Okay. C'est plat. Et en fait, tu peux dire c'est bien ou tu peux dire c'est pas bien. Et donc, on investit beaucoup pour essayer de faire monter ce chiffre. Mais c'est pas facile parce que Booking, ils sont très forts. Airbnb aussi, donc ils font un super boulot. Donc toi, tu dois courir. Je pense qu'il n'y a pas une seule semaine dans l'année où il n'y a pas de la pub quelque part qui tourne. Exactement. Donc ils font un super travail. Et donc nous, on doit être encore meilleur parce qu'on a des plus petits moyens. Donc il faut qu'on soit vraiment bon dans l'exécution de ce qu'on fait, également sur la transformation de l'écosystème de distribution digitale de Pierre et Vacances. Ça, c'est un vrai sujet. Et donc, quels sont les leviers ? Il y en a plusieurs. D'abord, il faut que ton site web il tourne aussi bien que celui de Booking. Alors, c'est jamais vraiment le cas parce qu'ils ont plus de moyens. Mais par exemple, je te donne un cas où on a mis en place des moyens de paiement
en plusieurs fois, qui permet aux clients d'avoir des facilités de paiement au même niveau que Booking. Donc on travaille avec un partenaire qui s'appelle Klarna, qui est un partenaire suédois qui fait du paiement en plusieurs fois. Il y a beaucoup de startups françaises, on travaillait avec Floa avant sur le sujet. Il y a Alma aussi, il y en a sûrement d'autres, mais voilà. Donc on a choisi Klarna. C'est comme à la radio, tu dois tous les citer, c'est ça? On est chez moi, on n'est pas obligé. Ouais, pas obligé. Donc ça, c'est un des sujets. On a travaillé sur le site web, on essaie de simplifier le site web aussi pour le rendre plus fluide. Donc là, on a un gros travail en cours pour couper une étape dans le site web, donc d'avoir un clic de moins avant de finir la vente. Tu vois, et pour revenir sur un niveau de Booking, parce que Booking a un clic de moins que pierreetvacances.com. Donc on va essayer on va le faire en 2026. Voilà, donc on a cet investissement là sur la partie digitale du web, et puis on a des gros investissements sur la partie CRM. Donc on a refondu complètement ce qu'on appelle l'UCR, donc le référentiel client unique, qui nous permet de faire des use cases plus efficaces pour nos clients et nos prospects. Voilà. Et ça, c'est un gros chantier qui vient de finir et qui va nous permettre de faire encore mieux, notamment pour aller mieux parler à nos clients qui viennent de tour opérateur. Donc, pour avoir en tête, quand un client tour opérateur achète, j'ai l'information que ce client tour opérateur a acheté chez moi, heureusement, et j'ai des informations de type son nom. Le client arrive chez moi, il donne son nom et je le retrouve. Et tu fais un matching à ce moment-là. Et voilà, je lui donne les clés et là, je lui demande son adresse email. Et là, il y a un matching à faire. C'est pas un matching évident, mais il y a un matching à faire et qui nous permet déjà aujourd'hui de l'adresser. Mais demain, avec la refonte qui est un peu complexe de cette UCR, ça va nous permettre de lui pousser des offres personnalisées. Vous êtes venu via vente privée, via booking.com. C'était super. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à revenir chez nous en direct et voici soit votre code promotionnel dédié, soit une publicité sur la marque, etc. Je fais un parallèle avec Amazon où tu peux pas prendre contact. Exactement. On a cette chance-là par rapport à des retailers. C'est que tu as le droit de le faire. On a le droit de le faire. Et tu te mets pas pas en porte-à-faux, mais en opposition avec le tour opérateur, avec le mec qui t'amène le deal. Non, ça c'est complément autorisé, bien sûr. Oui, non, mais pardon, que ce soit autorisé, oui, mais ensuite stratégiquement. Oui, il pourrait te mettre la pression. Tu le bypasses. J'ai envie de dire, c'est le jeu, quoi. Ils savent, c'est le jeu. Après, ils ont une valeur ajoutée qui est forte aussi par rapport à la tienne. En tant qu'un tour opérateur, comme Booking, pas tant que ça, mais Booking, sa valeur ajoutée, c'est un process de booking qui est simple, un programme de fidélité, c'est une habitude aussi. Donc, les clients, ils ont l'habitude de prendre Booking. Donc, Booking te laisse essayer de le capter, c'est pas un problème. Les tours opérateurs, ils packagent. Donc, ils te donnent un avion, ils te donnent des remontées mécaniques, par exemple. Et donc, la probabilité que le client veuille partir directement chez toi et faire lui-même son package est assez faible. Donc, le tour opérateur, ça fait partie du jeu. Et s'il veut te distribuer, il faut aussi qu'il te laisse tenter de capter son client. Ok, ça c'est pour les tours opérateurs. Et sur les agences en ligne, les OTA, les Booking.com, Expedia. Ouais, c'est pareil. C'est même captation de l'info sur le à l'arrivée, sur site, exactement. Avec l'UCR pour pouvoir réconcilier avec exactement. Exactement. 500 000 séjours, donc 500 000 personnes qui bookent. 500 000 bookers, ouais. 500 000 bookers. Il y en a qui font 2 séjours par an? Oui, il y en a. Il y en a qui font 7 séjours par an. 7 séjours par an, je suis toujours. Et sur les 500 000, vous en identifiez combien? Sur les 500 000, on en identifie, je dirais 80%, tu vois. Ok. On en connaît 60% qui arrivent. Ouais. Et là, tous les canaux directs, on les connaît. Et puis après, on capte sur site, on réconcilie la moitié des gens qui arrivent. Donc 80% des 500 000 qui sont identifiés, 60 que vous connaissez évidemment parce qu'ils viennent de chez vous. Et tu me disais un peu plus tôt dans l'entretien qu'il y a 20% de repeat d'une année à l'autre. Ouais. 20% des 500 000 sont venus l'année dernière. Exactement. Okay. 20% de ceux qu'on a identifiés sont revenus. De ceux que vous avez identifiés. Bien sûr, il y a cette partie, ceux qu'on n'identifie pas, on ne sait pas s'ils sont revenus. Évidemment. Et quel levier pour augmenter ce repeat et ce chiffre, il est stable, en croissance Il est en croissance, mais la profondeur de la croissance, elle est dure à estimer parce qu'on a une partie de Covid au milieu. Donc, en fait, tu as un cycle, tu vois, quand tu essaies de voir est-ce qu'ils reviennent bien, c'est des cycles qui sont... Nous, on propose des vacances, on ne vend pas un dentifrice ou je sais pas quoi, où il y a une consommation importante. On n'a qu'un seul été chaque année. Voilà, il n'y a qu'un seul été chaque année. Donc, quand dans les 5 dernières années, tu as 3 étés qui ont été un peu bizarres, mais en fait, tu as du mal à faire cette profondeur-là. Mais donc,
pour répondre à ta question, c'est comment on fait mieux. Eh ben, déjà, on a la refonte de l'UCR qui va nous permettre de mieux adresser nos clients, premier point. Deuxième point, c'est on utilise des solutions tech externes qui savent comme TinyClose, je ne sais pas si tu vois, qui a changé de nom, là, qui s'appelle Splio. Eux, ils nous permettent de mieux cibler les clients. Donc, en fait, ça nous permet de multiplier des campagnes d'emailing à nos clients sans surcharger la base pour pouvoir envoyer des offres personnalisées ou plus pointues à ceux qui vont vraiment être intéressés par cette offre-là. Donc, ça te permet de renforcer l'intensité de tes emails en envoyant plus, mais pas au bon client. Au bon client, ouais. Exactement. Et on est en train de tester une solution avec Notify, qui est, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ça permet d'envoyer les emails ou les contacts ou les SMS à des bons moments dans la vie du prospect. Voilà, c'est un test et si c'est positif, on le déploiera. Si ça l'est pas, on l'arrêtera. Notify.io, si j'ai pas de bêtises. Avant, on a parlé de Splio, dont on entend souvent parler sur le panier et que nous, on utilise chez certains de nos clients. Combien de temps on book en avance? Alors vraiment, très variable. C'est comme. T'as un écart type énorme. Tu vois, okay. Il y a des moyennes. La moyenne, ça va être 2 mois. Ok. Mais t'as beaucoup de gens qui bookent à la dernière minute. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est cette courbe en U. T'as énormément de gens qui bookent 6 mois avant, 12 mois avant. À l'ouverture des ventes, directement, ils sortent de séjour, ils veulent rebooker. Tu vois. Donc, et il y a un upsell possible? Dans quel sens? Tu vends une semaine pour une famille de 4, 2 parents, 2 enfants. Maintenant, le club enfant est intégré. Est-ce qu'on peut leur vendre des choses additionnelles? Et du coup, est-ce que tu peux utiliser ton programme CRM sur le client identifié qui est passé par chez vous pour lui proposer des choses additionnelles en plus des activités ou de la découverte de la région? Oui, bien sûr. Ça fait partie du cycle d'email qu'on envoie après la réservation avec des possibilités d'add-on complémentaires. Mais ça reste une marge, ça reste une activité un peu marginale. Je vais te donner les exemples qu'on vend. Ça va être des remontées mécaniques ou du matériel de ski qu'on va pousser à notre client avant qu'il arrive pour que son matériel soit prêt, pour que ses remontées mécaniques, ses passes soient directement mis dans sa chambre et améliorer son expérience client. Mais à la fin, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'hébergement, la première, et deuxième, qu'il soit bien qu'il arrive et qu'il soit bien dans sa destination pour pouvoir passer une super semaine de vacances et que derrière il rebook. Tu vois. Voilà. Ouais, mais ce qui est hyper intéressant, c'est justement comment tu vas calibrer ton CRM et ce flux d'emails pré-séjour en fonction de quand il a booké. C'est ultra structuré. De qui book, un jeune couple ou une famille avec 4 enfants. Et de tout ce que tu lui pousses ensuite. L'IA dans tout ça? Dans tout ça, dans la partie CRM et... l'IA dans tout ça, nous, aujourd'hui, on s'appuie plus sur des partenaires externes type Splio ou TinyClose dont on parlait ou Notify que de faire de l'IA en interne. Parce qu'aujourd'hui, sur cette partie CRM, cycle d'email, on n'en a pas tant que ça. Là où on l'utilise, c'est pour les ciblages. Quand on cible des campagnes de print. Donc là, on utilise, je me souviens plus d'ailleurs, une entreprise externe que je vais retrouver tout à l'heure et qui permet de cibler les plus appétents pour des campagnes de print. Donc on va envoyer une carte postale, par exemple, te disant tiens, les ventes vont bientôt ouvrir, ou tiens, voici une promotion. C'est une carte postale qui est super belle, bien chiadée, que tu reçois. Et l'avantage, c'est que tu vois, le client, il book pas tout de suite, il la pose sur le côté, sur son truc, il dit il faut que je réserve chez Pierre et Vacances, c'était bien la dernière fois, et c'est son reminder qui est sur son buffet. Et ça c'est un ciblage qui est poussé qui est travaillé avec de l'IA derrière. D'accord, intéressant ce partenaire. Dommage qu'on n'ait pas son nom, ça te reviendra peut-être. Il est capable d'identifier dans ta base ceux qui seraient conditionnels, plus sensibles. Les plus à même Data IQ. Data IQ. Voilà. Qui sont les plus à même à booker. Et comme toi, tu as des frais d'impression et des frais d'envoi qui sont importants, ta campagne de print, elle est plus sensible. Donc, il faut que tu mesures bien la façon dont tu travailles. Mais ça avec KU. Okay. Oui, ok. Et voilà, donc c'est par exemple là où on va utiliser l'AI, mais on est au début du lancement. Tu vois, ce sur quoi on doit travailler, c'est sur la création des assets pour multiplier tu vois, quand tu fais une créa, il faut qu'elle soit exploitable sur plusieurs formats différents. Aujourd'hui, c'est pas encore assez industrialisé en mode AI pour pouvoir le faire
facilement, quoi. Donc on y travaille, mais c'est pas encore live. Compris. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien parler d'international et ensuite de la stack technique dans les grandes lignes. Mais commençons par l'international. Vous êtes présent où et comment est-ce que vous adaptez aux cultures et aux usages locaux sur les parcours en ligne? Donc, Pierre et Vacances, on sort du Covid, ça va pas, on se redresse. Là, on a fini la transformation, on a une expérience client qui est de qualité. On est à 52 NPS, on est devenu rentable et donc maintenant on peut se proposer la question de vraiment repartir en croissance. Maintenant que les fondamentaux sont là, on repart en croissance. Donc on va ouvrir cet été 2 pays complémentaires qui sont le Portugal et la Suisse. Complémentaires ? Comment ça, complémentaire ? Oui, parce qu'aujourd'hui on est déjà sur la France, l'Espagne, Andorre et l'Italie. Oui, on est tout autour. Ok. Voilà. Et donc, par capillarité, on va croître comme ça. Mais la priorité, c'est ces 2 pays-là. Et donc, d'ici 2030, on a prévu d'ouvrir 5000 nouvelles clés, appartements et chambres, sur ces 6 pays qui sont là. Versus 18 000 Versus 18 000 actuellement. Okay. Voilà. Donc, c'est un gros tiers. Un gros tiers de plus. Ouais. Voilà, mais là, on a les fondamentaux, même s'il y a plein de choses à travailler. Et on pourra en reparler sur la stack technique, mais les fondamentaux sont quand même là sur la façon dont on exécute et sur la rentabilité de Pierre et Vacances qui nous permettent de nous projeter sur l'Europe de façon plus forte. Et pour répondre à ta question, comment on fait pour spécialiser les parcours en fonction des pays? On est attentif aux moyens de paiement. Donc, tu n'as pas les mêmes moyens de paiement en fonction des pays, donc tu développes ça. Et pour être honnête, je pense qu'on ne fait pas assez d'efforts encore sur on n'adapte pas les parcours, on a une plateforme centralisée, on n'adapte pas les parcours tant que ça par rapport à nos nouveaux pays. Donc ce qu'on va faire, c'est bien sûr une animation, un e-merch, la traduction du site est bien sûr dans la langue du pays, mais les parcours, ils sont designés plutôt en France pour des clients européens, mais sans spécificité. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des axes d'amélioration peut-être et d'optimisation. Il y en a des millions. Et la proposition de valeur est saisie de la même manière, la résidence vacances. Tu vas avoir des spécificités. Par exemple, en Espagne, il y a plus d'hôtels que de résidences. Mais c'est toujours la même proposition de valeur, c'est-à-dire tu as du littoral ou de la montagne, et tu es ouvert sur la destination. Tes clients, ils viennent séjourner chez toi, ils vont découvrir la destination. C'est l'invariant partout. Voilà. Ok. Et sur la stratégie pricing, alors on est assez unifié en Europe, mais il y a quand même des différences de... Ah oui, non, ça c'est complètement localisé. C'est-à-dire que tu vas avoir le prix d'un hôtel sur la côte espagnole n'a rien à voir avec le prix d'une résidence à la montagne tu vois, des Alpes que tu vas voir le 1er août. Donc chaque résidence ou hôtel a sa stratégie en fonction de la concurrence, de la demande, de l'offre, avec des règles bien spécifiques. Voilà. Mais le prix est bien sûr le même, je ne me suis jamais posé la question, mais la réponse paraît évidente, le prix est bien sûr le même pour tout le monde. Le prix n'est pas le même pour tout le monde. Voilà. Ça, c'est la grosse... A priori. Non, en fait, pour une nuitée donnée dans un appartement donné ou une chambre donnée, aujourd'hui, là, tu vas sur le site internet, en fonction de ce que tu vas faire comme recherche, tu ne vas pas avoir le même prix. Donc, on publie aujourd'hui 16 prix, on optimise 16 prix pour un même appartement. Pour la nuit du 15 août là, de 2026, on a 16 prix différents qui vivent en parallèle et qui sont optimisés en parallèle par le revenu management et un outil qu'on vient d'implémenter. Donc, 16 prix, je vais te dire, parce que tu te demandes pourquoi, tu as le flex et le no-flex, tu vois, deux, en fonction de tes gammes de tarifs, donc ça t'en fait 2. Et puis, en fonction de la durée de séjour, si tu restes très court, tu vois, si tu restes qu'une nuit, tu vas avoir un prix qui est plus élevé que si tu restes 2, 3, 4, 5 nuits, tu vois. Donc, tu as 4 prix différents en fonction de ta durée de séjour. Et puis, si tu réserves sur Pierre et Vacances, ça n'a pas forcément le même prix que si tu réserves sur des partenaires. C'est une des façons de lutter contre la cannibalisation, par exemple. Oui, en plus, la loi a changé, je crois, il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises. Tu peux m'en dire plus ? Avec la loi Macron, tu vois, plus, tu vois, et qui permet il n'y a plus d'obligation. Enfin, le Booking.com et consorts ne peuvent plus nous obliger à leur offrir le prix le plus bas. À leur offrir le prix le plus bas ou à avoir une parité de prix. Ils ont d'autres moyens de t'inciter quand même, puisque tu vois, c'est une histoire d'ordonnancement sur leur site web. Donc, si tu fais n'importe quoi, et donc on ne fait pas n'importe quoi, mais si tu faisais n'importe quoi, ils te déclasseraient dans le ranking de leur moteur de recherche, et donc tu ne vendrais plus. Et ça serait une mauvaise chose pour Pierre et Vacances, que
Booking et nos partenaires, 40%, les 40% dont on parle tout à l'heure, ils sont très importants pour obtenir le KPI le plus important, qui est le taux d'occupation de 73%. Il ne faut pas perdre le nord. Très bien. Pas mordre la main qui te nourrit non plus. Exactement. On n'a pas parlé fidélité, tiens, pardon, j'y reviens un instant, parce que c'est pas loin du CRM. Il y a un programme, vous avez testé des choses, vous y réfléchissez? Alors, quand on fait 1 ou 2 séjours par an, c'est pas la même chose que c'est une super 30 question. nuits. Donc, c'est une super question, parce que c'est une question qu'on se pose très souvent. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand tu es client, tu as une exclusivité sur sur le Black Friday, par exemple. Avant tout le monde, tu vas avoir ta promotion, ça te permet d'avoir les stocks en priorité. Donc, tu as tout au programme CRM qui est lié au fait que tu sois client. Après, on se pose la question est-ce que si tu es à 2, 3, 4 séjours, qu'est-ce que tu fais? Donc, nous, on a une conviction, ou j'ai une conviction, de dire que un programme de fidélité, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faudrait. On n'en a pas, donc voilà. Mais c'est pas ça qu'il faudrait. Il faudrait, si on doit mettre en place quelque chose, ça serait un programme de reconnaissance. C'est-à-dire que vraiment, dans l'expérience, dans la façon dont tu vis l'expérience, il se passe quelque chose de différent. Donc, on l'a un petit peu, mais on pourrait l'étoffer. Et donc, là-dessus, Center Parcs vient d'ouvrir son programme de reconnaissance. Ils viennent de le lancer là, il y a 3 semaines. C'est un carton. Donc si ça aide nous, l'avantage d'être dans un groupe, c'est de voir ce qui fonctionne chez les autres et de pouvoir le déployer ou pas chez toi en fonction. Donc aujourd'hui il n'y en a pas, pour répondre à ta question initiale, aujourd'hui il n'y en a pas, mais demain, si c'est pas impossible qu'on lance un programme de reconnaissance. Ok. Je termine par la stack technique. Alors on va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais tu m'as parlé de Buy Now, Pay Later avant, mais pour remonter un peu, le site, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, 20-20, il fait la moitié du chiffre d'affaires. Ouais. Avec les comités. Ouais, exactement. Il y a okay. la moitié du chiffre qui passe sur le site. La moitié du chiffre qui passe sur le site. Ouais. Quelles innovations, quelles techno Alors, il y a le back et le front. Ouais. Donc, le back, c'est interne. Le front, c'est interne. On a tout fait ça, on a tout développé tout seul il y a longtemps. Donc c'est bien, on était autonome, on a fait ce qu'on voulait, mais maintenant on a un problème, c'est que tout ça c'est interne et il faut qu'on migre. Donc le premier projet qu'on va faire, c'est le front, il va migrer l'année prochaine, on va passer sur Contentful avec un CMS qui est non pas in-house, mais fait par un externe, voilà, pour pouvoir gagner en agilité demain, des use cases AI dont tu parlais tout à l'heure, de la perso. Tout ça aujourd'hui, l'affaire chez nous, c'est compliqué parce que tout est interne et donc les connecteurs n'existent pas ou ils sont lourds à développer et demain, ce sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le premier. Sur le web, on a ça. On a l'amélioration des moyens de paiement. Tu vois, aujourd'hui, on n'a pas de virement. Tu vois, on a des gros paniers quand même. On a des gens qui peuvent passer, ils peuvent payer 3-4 000 euros un séjour. Aujourd'hui, c'est que de la carte bleue. Donc, tu as des gens ils préféraient faire un virement que d'utiliser leur carte bleue. Donc, il y a le virement. Il y a l'Apple Pay, le Google Pay pour faciliter ceux qui restent qu'une journée, ils payent 100 euros, ils décident sur le mobile, tout ça. Donc, nous, on n'a pas ces moyens de paiement là, donc c'est prévu en 2026. Ça, c'est sur le web. Sur le CRM, on est sur Adobe aujourd'hui. Et on passe sur la nouvelle version d'Adobe, on passe à Adobe V8 qui va nous permettre justement d'intégrer de l'AI directement onboardé dans Adobe qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la version 7 qu'on a, quoi. Ça, c'est pour l'email. Ça, c'est pour la partie emailing. La partie emailing, ouais. Avec en amont Splio qui te fait ton... Qui fait ton segmentage, ta segmentation. Ton audience. Segmentage, bravo Laurent. Ouais, c'est bien, ça marche bien. Voilà. Et on a plein de choses à déployer. Tu vois, on veut mettre en place des codes promotionnels personnalisés à usage unique. Tu vois, aujourd'hui, ce qui fonctionne très bien, c'est tu fais que bienvenue 2026, été 2026. Ok, mais du coup, ce code, il est partout, il n'est pas personnalisé, etc. Donc, c'est un vrai sujet à la fois, tu n'oses pas en donner trop, parce que tu as peur que ça parte partout, et donc tu es moins généreux. Et donc là, l'idée, c'est de faire un truc personnalisé. On t'enverra à toi, Laurent, t'as aimé le séjour, voici 20% juste pour toi, ou pour ta famille, ou pour tes connaissances, voilà, à usage unique. Donc, ça, tu vois, ça donnerait plus de connivence avec la marque. Ok. Donc, le front va migrer sur Contentful. Le back, c'était du custom. Toujours en custom, ouais. Et en interne. Ouais. Ok, intéressant. Écoute, je crois qu'on a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder et ça fait exactement 59 minutes qu'on se parle. C'est un bon timing. Magnifique. Non, c'est passionnant. Quels sont tes principaux enjeux sur 2026 ? C'est continuer cette transfo.
tu vois, parce que la croissance, je te l'ai dit, on va prendre 5000 clés, donc il faut qu'on soit vraiment bon. Et pour être vraiment bon, il faut qu'on soit parfait sur la partie écosystème technique et sur nos process. Donc ça, c'est un gros sujet de transformation qui est super important, avec pas beaucoup de transformation majeure, mais plus de l'amélioration incrémentale sur chacun de tes piliers que tu développes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on a 52 NPS, c'est comment on va au-delà. Comment, là, ce qu'on aimerait mettre en place, ce que j'aimerais mettre en place avec les équipes opérations, c'est plus d'autonomie des équipes sur site pour pouvoir prendre des décisions plus simples. Tu vois, aller au-delà des attentes clients classiques d'avoir un hébergement propre. Je te donne un exemple, tu as une famille qui arrive, le petit a oublié son doudou chez lui, c'est le drame. Eh ben, il faudrait que les opérations, la réceptionniste, elle sente ça, elle sente la liberté de pouvoir aller chercher un doudou dans l'arrière-cour et de lui donner pour que tu vas faire une expérience, tu vois, l'expérience en plus de ce qu'on attend globalement. Donc, ça aller un cran plus loin dans l'expérience. Et puis, accompagner la croissance, ce que je disais, c'est, tu vois, on passe, donc on a la stack technique dont on parlait, mais tu as aussi de rentrer dans une culture de chasse, quoi, dans une culture de conquête de clients. Quand tu fais 5% de croissance par an, il faut aller chercher plus que 5% de clients tous les ans pour aller les capter. Donc ça, c'est les enjeux de 2026, quoi, 26, 27, 28. Voilà. Écoute, on fera un catch-up dans un an, tu me raconteras comment ça se repassait. David, merci infiniment. Merci à toi, c'était super intéressant. Vous retrouverez David Sandier, SANDIER, sur LinkedIn pour poursuivre la conversation. Évidemment, allez faire un tour sur pierreetvacances.com. Tout attaché, vacances au pluriel. Pierre et Vacances. Ah non, pardon, tiens, je suis retourné sur le site. Tu dis que sur le site, parmi les évolutions que vous avez faites, vous poussez les avis assez tôt, et je vois que c'est des avis Google. Oui, toujours. Ok. C'est pas nos avis internes. On a fait ce choix-là pour continuer sur la transparence. On veut, tu vois. Ouais, ok. Que tu pousses assez tôt, parce que tu le pousses déjà sur la page de résultats. J'ai perdu la page, elle était là. Ouais. La page de résultats, ok. Ouais. Pierreetvacances.com, j'en étais là. Merci David. Merci Laurent. Chers toutes, chers tous, je vous souhaite. Je crois pas que ce soit le premier épisode qui sort cette année. Non, ce sera. Du coup, il sera sorti il y a quelques semaines. C'était French Mush. Mais je l'ai pas dit à ce moment-là parce que je connaissais pas le planning. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. N'oubliez pas de vous abonner au panier sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube si vous nous regardez, puisque tous les épisodes sont disponibles en vidéo sur YouTube. Et abonnez-vous à la newsletter sur lepanier.io. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci David. Merci Laurent. Et à bientôt. À bientôt.